Alors aujourd'hui, une actualité assez dense, assez riche, essentiellement politique, avec hier une annonce, une proposition d'Andrei Tourtchak, qui est le numéro 2 de Russie Unie, le parti du pouvoir en Russie, qui a suggéré que soit organisé le 4 novembre, qui est, vous le savez, le jour de l'unité nationale en Russie, un référendum dans le Donbass et, je cite, dans les territoires libérés. Cette déclaration a fait beaucoup de bruit en Russie et en Occident, et elle paraît, il faut bien le dire, assez décalée au vu de ce qu'on observe sur le terrain militaire, en particulier dans la région de Kharkov. Des nouvelles de politique, mais étrangères maintenant, avec, on l'avait annoncé, on en avait un petit peu parlé lundi, le discours de Vladimir Poutine à l'occasion du 7e Forum économique oriental de Vladivostok, un discours programme, un discours très politique, avec des messages certes attendus, mais forts dans leur formulation, des critiques extrêmement virulentes de la politique occidentale en particulier. Parmi les déclarations plus concrètes, et non pas d'ordre général, qu'il faut retenir selon moi, il y en a deux qui sont relatives au projet d'infrastructure énergétique en Extrême-Orient, à savoir un projet d'oléoduc, de nouvel oléoduc entre la Sibérie et les provinces du nord-est de la Chine. C'est un projet qui passerait par la Mongolie et qui est porté par la compagnie d'État Rosneft. Et puis, il y a peut-être plus important encore, surtout dans le contexte actuel de tensions russo-gazières entre la Russie et l'Europe, l'annonce par Vladimir Poutine, je cite, que les principaux paramètres, ou les paramètres clés du contrat russo-chinois pour le futur gazoduc Force de Sibérie 2 serait conclu. Alors, rien n'a été signé pour l'instant. On sait que des discussions durent depuis de longues années, mais évidemment, quand ça se confirmera vraiment, ce sera une nouvelle de première importance, puisque l'on parle au moins de 50 milliards de mètres cubes supplémentaires d'exportation. Il est possible que ce soit officialisé lors de l'entretien entre les présidents russes et chinois qui doit avoir lieu la semaine prochaine à Samarcande. L'autre dossier concret évoqué par Vladimir Poutine et qui a donné lieu à de vives critiques du président russe, c'est un autre dossier qu'on a évoqué lundi de façon plutôt positive et optimiste, c'est l'accord sur les céréales, sur l'évacuation par certains ports de la mer Noire des céréales ukrainiennes, accord, je le rappelle, qui avait été signé le 22 juillet par la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU. Eh bien, cet accord dont je disais lundi qu'il tenait malgré les difficultés, il fait l'objet de critiques de plus en plus vives de la Russie, de Vladimir Poutine en particulier, qui s'est plaint ou qui a pointé le fait que l'essentiel des bateaux qui quittent l'Ukraine se dirigent non pas vers les pays du tiers-monde, vers les pays qui ont faim, entre guillemets, mais vers l'Europe. Une critique qui a été relayée par Sergueï Lavrov et par le représentant de la Russie à l'ONU. Je rappelle que l'accord du 22 juillet est un accord valable 3 mois, reconductible, ce qui veut dire qu'on entre dans une phase de renégociation en vue d'une éventuelle prorogation. Ce que l'on comprend, c'est que ça ne va pas aller de soi. Dans un autre dossier qu'on a évoqué lundi, le dossier des tensions gazières entre la Russie et l'Union européenne, sachez que demain, le 9 septembre, les ministres des 27 en charge de l'énergie vont discuter des propositions de la Commission, propositions qui visent notamment à instaurer un plafond pour les prix du gaz russe livré par gazoduc. Il s'agit de propositions formulées, élaborées par les services de Madame von der Leyen. Ces propositions ne semblent pas, à ce stade, susciter un grand enthousiasme chez les États membres.
En tout cas, l'Allemagne est sceptique, l'Allemagne qui est le principal acheteur de gaz russe au sein de l'Union européenne. Le ministre tchèque de l'industrie, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne, a dit qu'il s'agissait d'une mesure politique, mais qui ne résolvait pas le problème. Et d'autres pays, comme la Belgique, se sont exprimés négativement aujourd'hui sur ce sujet. Je rappelle que Vladimir Poutine, hier, avait qualifié de stupide cette idée de plafonnement et avait prévenu que la Russie cesserait toute livraison aux pays qui adopteraient une mesure allant dans ce sens. Autre actualité internationale importante, c'est la publication, alors c'était mardi, juste après notre précédent briefing, publication par l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'un rapport de 52 pages à la suite de l'inspection conduite fin août, début septembre sur le site de la centrale de Zaporizhia en Ukraine. Un rapport très dense, très fouillé, dont on retient plusieurs phrases, plusieurs éléments. D'une part que l'intégrité physique, je cite, de la centrale avait été violée à plusieurs reprises. Le directeur général de l'AIEA parle également de situations intenables et il prône la mise en place d'une zone de sécurité. Alors la Russie a demandé des clarifications, la Russie espérait ou en tout cas attendait que l'AIEA désigne l'Ukraine comme la partie responsable des bombardements de la centrale, ce qui ne figure pas dans le rapport. L'Ukraine, au début, a émis des réserves, sans doute parce que l'AIEA entend laisser quelques inspecteurs sur place qui consacrent une situation de fait. Or, la situation de fait, vous le savez, c'est un contrôle par la partie russe. En tout cas, le rapport et le dossier va être rediscuté par l'ensemble des parties au cours des 10 prochains jours. Deux dernières nouvelles avant d'en venir aux questions-réponses. Les pays baltes, Estonie, Lituanie, Estonie et la Pologne, qui ont annoncé vouloir interdire aux ressortissants russes détenteurs de visas de courte durée l'accès à leur territoire. On sait que les pays baltes étaient, jusqu'à une date récente, en tout cas, utilisés comme porte d'entrée dans l'espace Schengen par de nombreux ressortissants russes. Ces pays étaient partisans de l'adoption d'une telle mesure à l'échelle européenne. Vous savez, on en a parlé, qu'ils n'ont pas été suivis. L'Union européenne s'est contentée, si j'ose dire, d'annuler certaines procédures de simplification dans la délivrance des visas, et bien sur une base nationale, les États les plus hostiles à la Russie et aux Russes ont décidé d'aller plus loin. Enfin, Joe Biden, le président américain, a pris la décision définitive, ce sont ses termes, de ne pas qualifier la Russie d'État parrain du terrorisme. Ça a été confirmé par le porte-parole de la Maison-Blanche, Madame Karine Jean-Pierre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la situation en Russie et autour de la Russie. Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. Donc, les nombreuses personnes qui assistent à ce brief sont priées d'envoyer rapidement leurs questions. Voilà, il y en a une qui apparaît, c'est bien. Moi, j'avais une question quand même sur la centrale atomique. J'avais lu quelque part qu'une des parties avait demandé éventuellement l'intervention des casques bleus ou équivalent. Est-ce que ça te semble être quelque chose de raisonnable ? Alors, c'est la partie ukrainienne, à ma connaissance. L'opérateur ukrainien Energoatom, puisque je rappelle que la centrale se situe à Zaporizhia, en Ukraine, mais dans une zone qui a été prise par l'armée russe il y a plusieurs mois maintenant. Mais le personnel qui fait tourner la centrale, c'est le personnel ukrainien, avec certes, semble-t-il, la présence d'ingénieurs de Rosatom, mais le personnel est un personnel local qui appartient à la société Energoatom. Et c'est Energoatom qui, à ma connaissance, s'est prononcé, qui est une société publique ukrainienne, qui s'est prononcée pour la mise en place d'une force de maintien de la paix, de casques bleus. La Russie ne veut pas en entendre parler. Ce que l'AIEA souhaiterait, semble-t-il, c'est qu'il n'y ait aucune activité ni présence militaire sur le site. Or, apparemment, il y a au moins quelques camions russes, peut-être plus. Et ce que l'AIEA souhaite, c'est un engagement des deux parties pour que ne soient pas visés
le site de la centrale. Parfait, merci beaucoup. Alors, première question. Les entreprises étrangères qui sont sorties du marché ce printemps ont, pour la plupart, payé le salaire de leurs employés russes qu'à fin août. A-t-on idée du nombre de Russes qui se retrouvent maintenant sans emploi et sans ressources? Si oui, quel pourcentage de la population active cela représente-t-il? Et géographiquement, où sont-ils situés? Alors, on n'a pas de chiffres précis. Par contre, effectivement, il y a des évaluations qui circulent, des déclarations aussi de certains responsables russes. Je crois que c'est le vice-premier ministre Belousov qui a évoqué 200 à 300 000 Russes, je cite, en zone de risque, c'est-à-dire de chômage à brève échéance. Alors, tous ne sont pas forcément liés aux entreprises étrangères. Les risques, ou la géographie des risques correspond à la géographie de l'implantation des entreprises étrangères qui ont annoncé leur départ. Donc c'est essentiellement, bien sûr, Moscou, la région de Moscou, Pétersbourg, le Grand Sud, et puis plus localement, voilà, quelques implantations industrielles dans l'Oural ou ailleurs. On pense bien sûr, par exemple, aux employés d'IKEA, voilà, mais évidemment il y en a d'autres. Donc ça concerne, je pense, potentiellement aujourd'hui plusieurs milliers de personnes, probablement plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les semaines qui viennent. Et effectivement, avec une géographie, disons qu'il y avait une géographie du succès russe, hein, on pense à Kalouga par exemple, qui peut devenir, je reste prudent, une géographie de la difficulté russe, du fait de l'exposition à l'investissement étranger, occidental. Alors, on a une question, apparemment c'est une nouvelle qui vient de Forbes, parce qu'il y a un lien qui a été mis en prescription. Il nous demande si on a des informations sur la potentielle reprise de Raiffeisen par VTB. Je n'ai pas d'éléments particuliers. Alors on sait que Raiffeisen, comme les autres établissements bancaires occidentaux, envisage depuis février de quitter la Russie, où il a beaucoup d'intérêt. Raiffeisen a beaucoup d'intérêt en Europe de l'Est, en Ukraine et en Russie. Jusqu'à présent, elle avait cherché à gagner du temps. Est-ce qu'ils sont entrés dans une autre phase? Je ne sais pas. Un rachat par BTB, évidemment, c'est étonnant dans le sens où VTB est ultra sanctionné. Donc je ne sais même pas si, ou alors c'est une cession pour un euro symbolique en liquide. Mais je ne suis pas sûr que Raiffeisen puisse accepter le moindre paiement de VTB. C'est ce qui me semblait également. Mais bon. Alors, autre question. Bonjour. Quel bilan du forum de Vladivostok d'un point de vue économique? Alors, je profite de l'occasion pour annoncer que l'Observatoire va publier un numéro spécial de sa revue hebdomadaire des régions russes dédiée au Forum de Vladivostok. Donc, vous le saurez mardi en intégralité. Donc, il y a beaucoup de nouvelles liées à l'Extrême-Orient, hein, puisque c'est là-bas que se tient le forum. Donc, on a vu passer des annonces d'investissement au Kamtchatka ou ailleurs. Et puis, il y a donc ce que j'ai évoqué dans mon propos liminaire. Alors, ce ne sont pas des contrats, mais il semble bien que ça bouge et que ça entre dans une phase de concrétisation, ces grands projets d'infrastructures énergétiques qui permettront, en tout cas dans le cas du gaz, de basculer une partie du flux d'exportation qui est aujourd'hui dirigé vers l'Europe, vers la Chine. Alors ça ne se fera pas en 2 jours, ni en 2 ans, ça prendra probablement 5 à 6 ans. Ça correspond grosso modo à l'échéance à laquelle l'Union européenne souhaite ne plus importer de gaz russe. Donc on est dans un moment de bascule, c'est tout à fait spectaculaire. Près de 50 ans de coopération énergétique entre Russes et Européens ont été détricotés en l'espace de quelques semaines. Et c'est un mouvement géoéconomique tectonique avec une redirection des flux qui va se mettre en place, qui se met en place pour ce qui est du pétrole, qui va se mettre en place s'agissant du gaz vers la Chine. Et hormis la Chine, il y a d'autres prétendants à ces redirections de flux? Alors, par tube, non, parce qu'il y a une géographie. Par contre, évidemment, ce qu'on voit aussi, c'est que les Russes, notamment Gazprom, qui était en retard dans ce domaine, cherchent à accélérer dans le GNL. Et là, évidemment, il y a beaucoup plus d'opportunités à Thaïlande, à l'Indonésie, à l'Inde ou ailleurs.
Alors, peut-on imaginer que la Finlande prenne les mêmes mesures que les pays baltes? Alors, la Finlande s'est exprimée cet après-midi en réaction à la prise de position des Polonais et des Baltes, en expliquant qu'elle ne s'engagerait pas dans cette voie, faute de décision au niveau européen. En d'autres termes, la Finlande refuse sur une base nationale de faire ce que font les Baltes et les Polonais. Est-ce qu'on a eu d'autres réactions, enfin d'autres capitales sur ce dossier? Pas à ce stade. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions, donc est-ce que... Ah voilà. Alors, donc d'abord, bravo pour ces conférences d'actualité. Question, concrètement, comment le plafonnement des prix décidé par le G7 peut-il s'appliquer? Avec quel calendrier? D'après vous, cela a-t-il une chance de fonctionner? Alors, il y a deux choses. Il y a le plafonnement envisagé pour le pétrole. Et là, ça concerne, je le disais lundi, plutôt les pays tiers, puisque les États-Unis n'importent plus de brut ni de produits raffinés en provenance de Russie, et l'Union européenne va suspendre respectivement 5 décembre et le 5 février. Donc, il s'agit d'entraver les exportations de brut et de produits raffinés russes à destination du reste du monde. Personne ne sait vraiment en réalité comment ça peut se passer. Alors, on a bien vu que parmi les instruments envisagés par les Européens, il y a éventuellement des restrictions frappant l'assurance. On sait que ce sont les armateurs grecs qui, pour l'essentiel, transportent ce brut. La Grèce fait partie de l'Union européenne, mais pas du G7. Et que les assurances, c'est surtout à Londres pour l'instant. On sait aussi, ça a été annoncé, que la Russie va mettre en place, un peu sur le modèle de ce qu'a fait l'Iran d'ailleurs, une compagnie nationale d'assurance et de réassurance. Donc on en est là. Beaucoup pensent que l'un des effets secondaires, si je veux dire, d'une telle mesure pourrait être, si jamais il y a moins de pétrole russe sur le marché, ce sera une augmentation des prix, y compris en Occident. Tout volume qui est soustrait du marché actuellement aboutit ou pourrait aboutir à une hausse des prix. Pour ce qui est du gaz, là, il y a des chiffres qui circulent, mais je pense que c'est un exercice très abstrait, puisque personnellement, je ne doute pas une seconde que la Russie coupe immédiatement le flux gazier si jamais une telle annonce était faite. Donc, il n'y aurait rien à plafonner en réalité. Mais encore une fois, je ne pense pas que les États membres s'engagent dans cette direction. Alors, bonjour, avez-vous une idée du nombre d'entreprises françaises gardant une structure inchangée par rapport à avant mars? Et si, à terme, toutes les sociétés vont devoir changer de structure pour avoir une gouvernance uniquement russe? Je n'en sais rien et de toute façon, je ne suis pas habilité par nos membres ni par les autres à s'exprimer en leur nom. Donc, je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Nicolas, une expertise là-dessus? Non. Bon, d'accord. L'Union européenne a déjà bloqué les importations de charbon. Sait-on quel a été l'impact sur ce secteur en Russie? Celui-ci est-il important? Alors, il y a un impact. Il y a un impact du fait du goulot d'étranglement logistique en Extrême-Orient, puisque, effectivement, même la Pologne importait du charbon russe, mais beaucoup d'autres pays. Et donc, il y a côté russe, naturellement, une volonté de réorienter, sauf que les chemins de fer en Extrême-Orient ne sont pas suffisamment, et les terminaux ne sont pas suffisamment développés. Donc, il y a un problème de capacité actuellement qui restreint les exportations de charbon russe. Donc, bon, il faut regarder vraiment les chiffres, mais ce problème est un problème qui est discuté, qui a été mis sur la table du gouvernement fédéral, qui a mis en évidence les retards dans les programmes d'investissement, parce que ce problème est identifié depuis longtemps. Il y a bien avant que l'Union européenne n'envisage et ne mette en œuvre l'embargo sur le charbon. Les producteurs demandaient aux chemins de fer russes d'investir, les chemins de fer russes renvoyaient la balle au gouvernement ou aux producteurs. Aujourd'hui, il y a effectivement des volumes, je n'ai pas les chiffres précis, de charbon russe qui sont bloqués parce ou dont l'exportation est retardée par cette sous-capacité
des lignes de chemin de fer en Extrême-Orient et par la sous-capacité des terminaux charbonniers. J'ai lu un article récemment qui disait également qu'il y avait un problème de wagons, et notamment de maintenance avec des problèmes de roulement à billes qui n'étaient pas produits localement, qui étaient importés et que ça générait des problèmes de maintenance. C'est possible. Il y a beaucoup de choses qui vont surgir comme ça, hein, qui seront, je pense, résolues avec le temps, mais qui ponctuellement peuvent poser des problèmes. Il faut voir si c'est le trafic passager, le trafic fret, le trafic matières premières. Du fret. Mais pour le charbon, le problème principal, c'est la capacité d'évacuation vers l'Extrême-Orient. Pouvez-vous m'expliquer comment la banque correspondante d'une banque russe, comme par exemple la Société Générale par rapport à la Rosbank, justifie-t-elle le refus d'exécuter un virement sur la banque russe alors que la Banque européenne a émis le virement, a fait la due diligence et décidé que ce virement n'allait pas à l'encontre des sanctions? J'en ai aucune idée, enfin ça ne me surprend pas, hein, mais je ne peux pas répondre à la place des banquiers dont on sait qu'ils pratiquent la surconformité à outrance. C'était vrai depuis 2014, mais depuis février, c'est extrêmement spectaculaire, donc, et surtout c'est discrétionnaire. Donc, je ne sais pas quelles sont les possibilités de recours. Merci pour toutes ces informations. Dans la situation actuelle, pensez-vous qu'il soit possible, en tant que citoyen français, muni d'un visa multibusiness, de créer une structure de type SARL en Russie? Par avance, merci. On va demander à Boris de prendre la question et de... Ou Tu Nicolas, notes ça, Boris? Oui, en fait, il n'y a aucune restriction, hein. Toute personne étrangère peut continuer à créer une société en Russie. Voilà, il faut juste se rapprocher d'un juriste ou d'un cabinet d'avocats. Si vous avez vraiment une demande particulière, vous pouvez envoyer un email sur Hotline et on vous mettra en contact avec une personne. Merci, Nicolas. Je n'ai pas d'autres questions pour la suite. Non, pas d'autres questions. Mais écoutez, il n'y a pas d'autres questions. On va arrêter notre brief aujourd'hui. Alors, je sais que mon micro n'était pas tout à fait branché au tout début, donc je rappelle, c'était le 79e brief, c'est le plus important, que je saluais tous les participants. Et donc, voilà, donc là, il y a un email qui est là, tu pourras envoyer le truc. Voilà. Et donc, écoutez, merci de votre fidélité. En tout cas, tenez bon. Et puis, on vous attend dès lundi. Comme vous avez, tous nos briefings sont les lundis, jeudis à 17h30, donc 16h30 heure de Paris, toujours avec le même lien. La hotline est toujours active. Donc, si vous avez des questions concernant la logistique, les nouvelles lois, le transport et les sanctions, vous pouvez envoyer vos questions sur hotline@ccifr.ru. Toujours nos événements sur notre site, www.ccifr.ru. Et donc, les actualités de la Chambre de France-Russie sont également sur t.me@ccif France-Russie. Voilà, et les actualités légales et juridiques sur t.me légal.ccifr.ru. Bon week-end, bonne fin de semaine à tous en tout cas. Merci de votre fidélité et à lundi. Et tenez bon aussi. Pas oublier, et tenez bon.